nous accueillons à présent dans ce studio deux Israéliens qui sont à la fois des héros du 7 octobre, mais aussi des rescapés du massacre de la fête Nova. Bonsoir Neria Charabi, vous êtes venus avec votre frère Daniel. Bonsoir à tous les deux, Neria et Daniel Charabi. On vous avait raconté leur histoire en images avec un reportage qui est extrêmement émouvant et prenant de ce qu'ils ont vécu le 7 octobre. Mais d'abord, parce que vous allez beaucoup à l'étranger depuis quelque temps raconter ce qui vous est arrivé. On va voir ce qui vous est arrivé justement. C'est un incident qui est symptomatique aussi du climat qui règne actuellement en Europe, du climat anti-israélien et même antisémite. Ça se passe à la douane de l'aéroport de Manchester, où vous étiez tous les deux il y a quelques jours. Voilà comment un agent des douanes britanniques vous a parlé lors d'un simple contrôle de passeport. Regardez, on en parle juste après. The checks we need to conduct, okay? Nobody's saying that. Nobody has said that once. So knock the attitude off. We've made the decision and you're coming in. So just let us do the checks we need to do and keep quiet. Look at me. Okay, you clear with that? Good. We're the bosses, not you. All right? Alors c'est un incident qui est remonté très très haut, puisque même le ministre britannique qui a réagi devant le Parlement a dû annoncer qu'il ouvrait une enquête, parce qu'effectivement il y a un comportement très agressif de cet agent des douanes. Vous êtes resté quoi, Neria, 2 heures bloqué comme ça à l'aéroport? Combien de temps ça a duré? Oui, effectivement, presque 2 heures. Comment ça a démarré? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'il a ce comportement aussi agressif? Il nous a demandé ce que nous faisions là. Il a vu notre passeport israélien. Et ensuite, il a demandé à Neria quelle religion, voilà, à quelle religion j'appartiens. J'ai dit que j'étais juif et tout a changé. Son regard, son comportement, sa manière de parler, tout a changé. Donc j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Et après, une longue période d'attente, il nous a dit qu'il voulait s'assurer que nous n'allions pas faire ici, c'est-à-dire en Angleterre, ce que nous faisions dans la bande de Gaza. Et après 1h30, il y a une jeune femme qui est venue nous interroger et des questions très agressives. Ouais, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre service militaire? Combien de temps a duré votre service militaire? Toutes sortes de questions de ce type. Et on lui a dit qu'on venait raconter notre histoire sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et elle a dit nous n'aimons pas ce que vous venez faire. C'est ce qu'elle a dit ça tout d'un coup. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là d'allumer la caméra et de montrer ce qui se passait, parce que j'ai compris que c'était un comportement qui n'était pas ordinaire. C'était bien au-delà de ce que font le contrôle des passeports dans n'importe quel pays. Voilà, elle représente la police, le gouvernement. Ce sont des gens qui sont censés vous faire sentir en sécurité. Lorsque vous allez en Angleterre, vous savez, il y a beaucoup d'antisémitisme, et donc il y a la police qui protège les juifs de l'antisémitisme. Donc là, on comprend que c'est dangereux d'être juif parce que les autorités ne vous protègent pas forcément. Et c'est pour cela que nous avons décidé de continuer nos activités, parce que je suis sûr que si ce policier avait su ce que nous avions vécu, s'il avait vu une vidéo de ce que nous avons fait, quand nous avons traité des blessés, il comprendrait. Je pense que son comportement aurait changé. C'est cela que nous faisons. Notre association envoie des gens témoigner. D'abord, c'est une thérapie pour ceux qui parlent, ceux qui témoignent. Et on sait que de parler, c'est quelque chose de très positif. Et aussi, on informe des gens dans le monde, dans des universités, dans des écoles, dans des communautés juives et non juives d'ailleurs. On parle beaucoup à des non-juifs. On était à Princeton, on était à l'université Columbia, à New York. Mais comment il l'accueille? Justement, est-ce que c'est le seul endroit où vous avez eu ce problème-là? Est-ce que c'est à Manchester, ou est-ce qu'aux États-Unis vous avez rencontré des problèmes aussi? C'est le seul endroit vraiment où on a eu des problèmes. On a passé beaucoup de temps aux États-Unis, 3 mois. Et on a été très bien accueillis, que ce soit par les autorités, par les gens, par les communautés. Et je pense que voilà, c'est un combat entre le bien et le mal, tout simplement. Tout simplement.
des gens qui, sans raison, agissent de manière antisémite. Mais c'est souvent par ignorance. Parce que si on l'avait fait venir ici, si on l'avait montré un enfant qui a perdu ses parents parce que des terroristes voulaient tuer des Juifs, des Israéliens et violer, je pense qu'il s'exprimerait autrement, ces deux policiers. Bon, l'incident est fini aujourd'hui. Je sais qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Est-ce qu'on vous a tenu au courant de développements nouveaux pour cet incident ou pas? Non, on ne nous a pas vraiment tenu au courant. On attend les résultats de l'enquête. Moi, je ne compte pas revenir en Angleterre prochainement, en tout cas. Je pense qu'effectivement, il faut s'occuper de ce type d'incident. Le ministre de l'Intérieur britannique a promis qu'il y aurait une enquête, mais on n'a rien entendu. On ne sait pas s'il s'est passé quelque chose. On espère que la justice sera faite. Ouais. Alors, on va parler de votre action maintenant, parce que vous avez parlé de votre association, mais elle découle de ce que vous avez vécu tous les deux, qui est absolument effarant. Hein, quand on revoit ces images, on avait vu ce reportage qui est passé en Israël, qui vous était consacré à tous ces gens qui étaient avec vous ce jour-là. Il faut expliquer d'abord que vous étiez à la fête Nova, Daniel, et vous avez perdu beaucoup d'amis ce jour-là. Vous avez même des amis qui ont été otages. Et vous avez surmonté toutes ces épreuves, vous, en organisant une défense, comme un espèce de mini-camp retranché pour sauver des jeunes. Quand vous repensez à ça aujourd'hui encore, comment vous vivez ce que vous avez réussi à faire ce jour-là? Qu'est-ce qui vous a donné cette force? Je pense que j'étais, d'abord c'est parce que j'étais avec mon jeune frère, mon petit frère, donc je voulais le défendre. Nous avons tous les deux fait nos services militaires, on sait combattre, et quand on m'attaque et je voyais que personne ne réagissait, eh bien j'ai décidé moi de réagir et d'organiser la défense. Il y avait ce char, moi j'étais au téléphone avec mon officier de réserve, j'étais infirmier, donc j'ai traité les blessés, j'ai parlé avec cet officier, il y avait aussi un soldat qui était avec nous, un officier supérieur qui était à droite, qui avait une mitrailleuse. Et en fait, il y avait des groupes de terroristes qui venaient l'un après l'autre. Et on leur a tiré dessus, on les a éliminés. Il y avait même des terroristes qui se sont approchés à une quinzaine de mètres. On a aussi subi des tirs de RPG. Et il y a des gens qui ont été blessés par les éclats. Moi aussi, j'ai été blessé au bras. Neria a presque perdu son auriculaire. Ce qui m'a donné la force de faire tout cela, c'est j'ai décidé que je n'allais pas mourir, que je ne voulais pas mourir comme ça, et que si je pouvais défendre les gens, eh bien il fallait le faire. J'ai agi un peu d'instinct, il faut le dire. Et vous, Neria, quand vous repensez à tout ça aujourd'hui, ce sont des images qu'on voit là, c'est ce que vous avez fait, c'est l'endroit où vous étiez retranché avec des jeunes que vous avez sauvés, d'autres personnes. Comment vous le revivez aujourd'hui quand vous y repensez? Peu importe, quand j'y repense, ça me semble fou. Je pense qu'on n'a toujours pas vraiment assimilé ce qui nous est arrivé. J'ai donné le plus possible de moi-même, c'est ce que j'ai appris à l'armée, c'est ce que j'ai appris dans la vie, qu'il faut faire tous les efforts, même si vous êtes seul. Et grâce à mon frère, et grâce à aussi bien de gens qui se sont mis, qui n'ont pas attendu que les choses se passent et se sont mobilisés, ont agi, on a réussi à être sauvés. C'est encore quelque chose qui est un peu difficile à appréhender. On fait du mieux qu'on peut. Combien de temps ça a duré tout ça en tout là, combien d'heures vous êtes resté à vous battre avant de...
Donc à 6h30, l'attaque a commencé, on s'est occupé des blessés, et ensuite on a commencé à s'enfuir. Jusqu'à 9h, on était en fuite, on s'était divisé. Ensuite, un très bon ami, Chaim Ohana, qui a été enlevé. Ils ont tiré des RPG, donc on s'est un peu dispersé. Et il a été enlevé alors qu'il se trouvait à 20 mètres derrière nous. Et vers 9h, 9h10, on a vu ce char. Et jusqu'à 15h30, on s'est battu derrière ce char. Et là, des soldats sont arrivés. Et cela nous a permis d'évacuer les blessés. Et vers 16h30, nous aussi, nous avons été évacués vers la police, le commissariat d'Ofakim, et ensuite vers l'hôpital Soroka, voilà, pour traiter nos blessures. Nous avions beaucoup d'éclats d'obus. On est arrivé à Soroka vers 19h. Il n'y avait pas de place à l'hôpital, donc on nous a libérés. On a été à l'hôpital Bellinson et on est rentré à la maison vers 5h du matin, chez nous à Petah Tikva. Et le dimanche, à 11h du matin, c'est vers 11h du matin qu'on est arrivé finalement chez nous. Quelle épopée incroyable, c'est vraiment impressionnant. Combien de personnes vous avez sauvées ce jour-là? Vous savez à peu près? Vous êtes en contact avec eux, j'imagine, encore? Au début, on avait une trentaine de personnes à côté du char. Ensuite, il y avait une centaine. Dieu merci, ils sont tous en vie. Nous avons effectivement un groupe WhatsApp de tous ceux qui ont survécu derrière ce char. Donc une centaine à peu près. Et ça n'est pas seulement qu'il y avait un char et nous. C'est le seul endroit qui n'a pas été pris par le Hamas, où ils n'ont pas éliminé. Mais cet officier qui nous a rejoint, qui est arrivé vers 2h30, 3h, a en fait réuni des gens qui s'étaient dispersés sur le terrain et a ramené vers nous environ 100 et 120 personnes. C'était vraiment une foule assez importante. Parce que c'était un endroit qui était relativement sûr, où les gens pouvaient s'arrêter et respirer, ne pas avoir peur des terroristes. Il faut préciser, parce que je ne sais pas si les personnes qui nous regardent l'ont compris, ou ceux qui n'étaient pas au courant de l'histoire, mais au départ, vous n'êtes pas armés ce jour-là. Vous êtes à la fête, vous êtes venus pour vous amuser, vous n'aviez pas d'armes. Au début, vous avez dû vous procurer des armes. Ça a été quelque chose de tout à fait miraculeux, ça aussi. À vrai dire, avant le festival, je travaillais, j'avais presque passé 48 heures sans dormir, donc j'étais épuisé, mais on se battait pour notre survie et ça nous a donné beaucoup de force, beaucoup d'adrénaline, et donc on a fait ce qu'il fallait faire pour survivre. Et effectivement, on a trouvé ce char par hasard et c'est là-bas qu'on a trouvé les armes. Ce qui était le pire, c'était ce sentiment d'impuissance. Avec des gens qui tirent et on ne sait pas quoi faire. On voit des gens qui sont tués, des gens qui tombent autour de vous. On court et les gens tombent autour de vous. Et quand on a vu ce char, on a compris, ça y est, maintenant il faut réagir, il faut riposter. Et si on meurt, eh bien, on mourra en combattant. Alors, je voudrais que vous nous disiez un mot de cette association que vous avez créée, vous en avez parlé tout à l'heure. Quel est votre but avec cette association aujourd'hui? Cette association a pour but d'aider à guérir des gens qui sont victimes de terrorisme et surtout ceux qui ont participé au festival Nova. Et aujourd'hui, ils sont un peu laissés à eux-mêmes et personne ne prend la responsabilité de les aider à se reconstruire. Et nous finançons des traitements, un traitement qui traite le stress post-traumatique. 6 sessions, nous faisons des retraites, des réunions de 3 jours où on reste ensemble avec des ateliers, des traitements. C'est un espace vraiment très sûr parce qu'on est tous ensemble.
Et on a donc 5 week-ends qui sont planifiés. C'est pour ça qu'on va à l'étranger pour récolter des fonds pour pouvoir financer ces activités. Et hier, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé hier. Nous étions à Reim avec un autobus avec des survivants qui pour la première fois revenaient là. Là aussi, ça fait partie du traitement avec des psychologues. Vraiment des gens qui parfois n'étaient pas sortis de chez eux et d'aller sur les lieux, cela fait partie de ce parcours de guérison. Et voilà, et on demande voilà, que le monde entier nous aide à financer ces activités. Un mot de l'association, le nom de l'association ? Ça s'appelle Atid Lanisolim, Future for the Survivors and the Wounded. Et nous voulons un meilleur avenir. Eh ben, vous l'avez bien mérité, franchement, avec ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire aujourd'hui. Bravo, c'est impressionnant, c'est magnifique. On espère qu'il n'y a plus aucun douanier qui vous embêtera, comme l'a fait ce douanier de Manchester. C'est complètement ahurissant aussi. Merci Daniel, Neria Charabi. On espère que vous allez réussir à sortir un petit peu de ce traumatisme, tous ceux qui ont été avec vous ce jour-là. Merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous avez fait depuis le 7 octobre.